Donc, au-delà de ces éléments de contexte qu'on voulait évoquer, on voulait également prendre le temps d'échanger avec vous sur ce que la Commission d'examen des pratiques commerciales a publié au mois de juillet, le 10 juillet dernier, puisque la Commission d'examen des pratiques commerciales s'est alors emparée du sujet, pas tout à fait par hasard, parce que des professionnels l'ont sollicité, mais voilà, elle a quand même fait acte, je dirais, de pédagogie et de pragmatisme pour publier un texte à la mi-juillet permettant d'être pris en compte pour le début des négociations. Et je pense que ça vaut le coup de s'y pencher. Euh, la commission d'examen des pratiques commerciales rappelle, fait référence à des principes généraux civilistes qu'on va évoquer, que sont l'imprévision, la force majeure, l'inexécution des contrats. Elle se réfère rapidement aux déséquilibres significatifs. Elle ne cite pas l'ensemble des outils du Code de commerce, mais on va y revenir rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce rappel, donc elle prend le soin de rappeler les différents outils possibles et utilisables pour renégocier ou adapter les contrats. Et au-delà de ce rappel, de ces outils qui existent dans le Code civil, dans le Code de commerce et éventuellement dans les contrats, elle prend le temps d'exprimer des recommandations qu'on a présentées ici dans cette slide et que l'on voulait très rapidement évoquer. Donc des recommandations en matière logistique, des recommandations en matière commerciale. L'idée de la commission d'examen des pratiques commerciales, c'est manifestement de proposer un peu de méthodologie pratique pour permettre aux entreprises de mieux aborder ces négociations et pour les inciter à avoir en tête ces recommandations. Par exemple, ne pas revenir sur la suspension des pénalités. Les pénalités ont été suspendues dans bien des cas, en tout cas dans la grande distribution, dans tous les cas, mais au-delà de la grande distribution, dans pas mal de secteurs, dans bien des cas, du fait de la crise sanitaire et du fait de l'application des ordonnances qu'on a citées tout à l'heure. Mais là, l'idée de dire, attention, on est en 2020, l'effet de rattrapage sur les clauses de pénalité serait peut-être des pratiques peut-être abusives, excessives, et elle recommande de ne pas revenir sur l'annulation de ces clauses de pénalité, donc ne pas les répercuter ou les rattraper sur l'année 2020 ni sur 2021. Elle propose également donc, du coup, de mettre en place des démarches de progrès spécifiques à la sortie de crise. Là, l'idée, c'est vraiment d'inciter l'entreprise à la négociation de bonne foi pour trouver une solution, pour redémarrer sur un rythme quasi normal d'exécution du contrat, mais de façon contractualisée, ou en tout cas de façon négociée, de façon transparente, voire de façon contractualisée. D'avoir un suivi des taux de service plus individualisé, c'est-à-dire ne plus avoir les taux de service que l'on savait déjà d'ailleurs sanctionnés parfois au titre du déséquilibre significatif, mais avoir les taux de service dans les relations entre industriels et leurs clients qui soient plus adaptés au cas par cas et qui tiennent compte de la réalité des effets de la crise. Et encore une fois, échanger de l'information tout en respectant le rôle de la concurrence. Et là, c'est vraiment un peu je pense qu'il faut avoir en tête, c'est cette lettre de confort dans le secteur de la santé. C'est-à-dire qu'on comprend que l'on peut échanger de l'information sur ses capacités de production, sur ses capacités logistiques, mais pour autant, il y aura des limites dans l'échange d'informations. Il ne faut pas créer une transparence trop grande de façon verticale dans les relations entre fournisseurs et acheteurs pour ne pas mettre en place des systèmes de contingentement, par exemple, qui seraient potentiellement anticoncurrentiels ou prendre gérer des positions qui seraient une forme d'entente verticale entre un fournisseur et l'un de ses clients qui serait favorisé par rapport à d'autres. Donc, je pense que ces points d'intention sont assez utiles et donnent des idées de méthodologie. Et en matière commerciale, on retrouve le pendant sur cette notion de plan de continuité d'activité. C'est en fait quel type de mesures on peut mettre en œuvre pour progressivement retrouver un peu le rythme de commande normal, ou en tout cas adapter son rythme de commande, mais de façon transparente et négociée, en échangeant de l'information, mais en respectant le droit de la concurrence. C'est là où il faudra être effectivement vigilant, et puis négocier des révisions de chiffre d'affaires prévisionnel, puisque manifestement, les plans d'affaires sont impactés dès 2020, et donc il faut anticiper pour 2021
des clauses de révision du même type. Et le dernier point n'est pas inintéressant, c'est éviter les situations, je dirais, trop tendues sur les services, c'est-à-dire en fait accepter une renégociation des services, ne pas avoir d'effet de rattrapage sur les services et éventuellement avoir des remboursements de services lorsqu'il y a eu des acomptes payés, par exemple par un industriel à son client sur un service rendu par le client. Un système d'acompte a pu être mis en place, eh bien, il faudra peut-être accepter de passer par des remboursements ou par des compensations pour régulariser tout cela dès 2020 et le transposer pour se projeter sur 2021. Alors, au-delà donc de ces éléments très spécifiques que l'on voulait vous rappeler, comme on vous le disait aussi, la CEPC fait l'effort de citer le Code civil. Elle ne cite pas bien sûr tout le Code civil, hein, mais on a des principes forts que l'on voulait rappeler et qui vont être des principes qui vont être mis sur la table de façon, je dirais, plus directe, sans doute dans les négociations actuelles pour 2021. Appliquer un contrat de bonne foi, donc les principes de loyauté et de bonne foi, avec de la jurisprudence qui existe, bien au-delà et très ancienne, enfin plus de 30 ans, même peut-être 40 ans de jurisprudence sur l'obligation de loyauté et sa portée. Est-ce que l'obligation de loyauté de renégocier entraîne un devoir d'amener un équilibre contractuel dans le partage des résultats? Bon, la jurisprudence ne va pas jusque-là, mais c'est des contentieux qui existent. Donc c'est intéressant de se replonger, je dirais, dans les contentieux anciens sur ce sujet-là, notamment quand différentes formes de distribution coexistent. Il y a pas mal de jurisprudence sur ce fondement civiliste. Également donc de la jurisprudence sur l'inexécution ou le risque d'inexécution contractuelle, avec des articles du Code civil réformé en 2016 qui intègrent la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on peut suspendre l'exécution du contrat parce que manifestement l'autre partie ne va pas respecter ses obligations. Donc il y a des leviers de négociation et je dirais de sauvegarde presque en matière contractuelle qui existent dans les articles 1219 et 1220 du Code civil. Et on voulait vous les rappeler. Et puis, bien sûr, on voulait revenir sur la force majeure et l'imprévision. Mathieu, sur la force majeure, je te laisse peut-être commenter la slide. Oui, alors c'est vrai que la force majeure, ça a été un peu le best-seller pour les juristes au cours de cette année. Alors, il y avait une certaine automaticité. Ah, Thierry, peut-être qu'il faut que tu coupes ton micro. Oui, j'entends mon écho. Excusez-moi. Donc, effectivement, il y avait une certaine automaticité dans la rédaction de ces clauses et un caractère finalement assez théorique de cette notion pour les juristes. Donc, la pandémie a été l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette notion. Donc, la première question qui s'est posée pour les juristes était de savoir si cette pandémie était considérée comme un acte de force majeure ou pas. Étant rappelé que par le passé, il y avait eu différentes épidémies de H1N1 ou de chikungunya qui n'avaient pas été considérées comme des cas de force majeure. Mais là, en l'espèce, l'ampleur de la pandémie et également l'ensemble des mesures administratives qui ont été prises ont fait dire tant à la doctrine qu'à la jurisprudence que cet événement pouvait être considéré comme un acte de force majeure, dont on a rappelé les conditions sur la slide et qui sont, même si aujourd'hui le texte les rédige de manière un petit peu différente, sont les conditions d'irrésistibilité, d'imprévisibilité, d'extériorité et surtout d'impossibilité d'exécuter la vente ou la prestation. Donc c'est d'ailleurs sur cette notion d'empêchement que la plupart des questions ont été posées. Tout le monde, en fait, a subi les conséquences économiques du fait de la force majeure, et c'est vrai que chacun s'est dit, comme c'est un cas de force majeure, c'est pas moi qui dois porter le coût de l'impact de cet événement. Et en fait, en revoyant les dossiers plus en détail, le point auquel
auquel il faut se rattacher, c'est le fait qu'il n'y a aucun dommage et intérêt qui n'est dû du fait de la non-exécution d'une prestation ou d'une vente. Pour autant, ça ne doit pas être non plus un moyen de s'enrichir sans cause, ce qui fait que cela ne dispense pas, le cas de force majeure ne dispense pas le fait de payer une prestation ou une livraison qui aurait été faite, sauf écroulement des banques. Et de la même manière, une partie qui n'aurait pas exécuté sa prestation ou sa livraison doit, le cas échéant, rembourser l'autre partie. Donc, les situations, en revanche, auxquelles on a pu faire face, c'est des cas d'exécution partielle, où là, c'est vrai que c'était assez complexe de déterminer quelles étaient les conséquences. Donc, on a eu de nombreux cas de ce type, beaucoup de clients qui nous ont interrogés sur les conséquences d'annulation, notamment de manifestations professionnelles, ou sur des cas de formation, donc des formations qui étaient dispensées partiellement ou dispensées d'une autre manière, et qu'il il convenait d'identifier les conséquences du cas de force majeure. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'illustration des jurisprudences qui sont visées à la slide suivante, notamment une jurisprudence en référé qui a été rendue et puis qui a donné lieu aussi à un appel. Je ne sais pas, là, ça ne paraît pas sur l'écran, mais Thierry va passer la slide. Voilà. Donc, ce qui était intéressant là, c'est l'extension contractuelle de la notion de force majeure. Et c'est vrai que dans le cadre des contentieux ou pré-contentieux qu'on a eu au cours des derniers mois, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de se rapporter aux dispositions contractuelles et de voir ce qui a effectivement été prévu. Et donc là, dans cet exemple-là, au-delà du fait que l'événement a été reconnu comme une force majeure, c'est l'incidence aussi que peut avoir cette force majeure, puisque la problématique, c'était les conséquences de la crise qui avaient pour objet une modification des conditions économiques et le caractère qui ne devenait plus raisonnable de ces conditions économiques. Et dans la mesure où c'était entré dans le champ contractuel, la jurisprudence a admis que le contrat pouvait être suspendu ou revu du fait de cet événement de force majeure. Donc ça illustre un point important dans le cadre des négociations commerciales. Un, c'est de se poser la question de savoir s'il y avait une disposition de force majeure, de la revoir à l'aune de l'événement qui s'est déroulé, de savoir dans quelle position aussi on peut être, parce que en fonction de savoir si notre obligation c'est de payer ou si notre obligation c'est d'exécuter, la rédaction de la clause de force majeure ne va pas être identique. Et par ailleurs, comme l'épidémie désormais ne peut plus être considérée comme un acte de force majeure, puisque on peut prévoir les conséquences qu'il pourrait y avoir, même un deuxième, un reconfinement, on pourrait aujourd'hui l'anticiper du fait de cette cause-là. Donc c'est et ce que certains opérateurs économiques ont commencé à faire, avoir une clause spécifique Covid-19 par laquelle elles vont encadrer les conséquences de cette crise. Donc il y a un vrai enjeu à la fois rédactionnel et d'anticipation des mois, quitte à prévoir la possibilité de revoir cette clause ou le contrat en particulier. Alors, j'ai réactivé mon micro, j'espère qu'il n'y a pas d'écho, Mathieu. Oui, c'est vrai qu'on pourrait effectivement imaginer des clauses qui anticiperaient l'organisation de cette renégociation s'il y avait à nouveau une situation de confinement ou de crise spécifique Covid-19. Au-delà de la clause de force majeure générale, finalement, on pourrait imaginer vraiment cette approche-là. En t'écoutant, Mathieu, je pensais à deux situations qu'on a rencontrées dans les dossiers. Il y a effectivement la situation du surcoût qu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est vrai que parfois le contrat pouvait être exécuté, mais à des conditions
tarifaires nouvelles, donc il fallait réorienter les produits différemment, s'approvisionner différemment, avoir d'autres ressources logistiques, donc un véritable surcoût important. Et donc là, la question, c'est est-ce que le contrat effectivement anticipe ce point ou pas? À quel moment le surcoût fait que l'on n'est plus dans l'acceptable? C'est un petit peu l'idée de la clause là, des contrats entre EDF et les différents fournisseurs d'énergie qui a donné lieu donc à ce contentieux de l'été sur la force majeure. Et l'autre cas de figure qu'on a rencontré, c'est l'exécution partielle, c'est-à-dire le prestataire, notamment en matière informatique par exemple, qui va pouvoir rendre partiellement son service, mais pas complètement, alors qu'il est rémunéré au forfait. Et donc, comment on tient compte de la situation de crise pour l'analyser par rapport à la force majeure, alors même qu'il peut faire une partie du job, mais pas tout, mais qu'il est rémunéré. Donc, voilà. Donc ça, c'est des situations qui effectivement demandent d'aller un peu plus loin que la stricte clause de force majeure telle qu'on la prévoyait tous, hein, un peu par habitude depuis pas mal d'années. Et la jurisprudence que l'on cite là, et même si y a un arrêt de cour d'appel, c'est du référé. Donc curieusement, ils vont quand même très loin dans l'appréciation de la clause, mais c'est une jurisprudence intéressante qui est très débattue, on peut pas dire contestée par la doctrine, mais qui a le mérite d'attirer l'attention sur la formulation de la clause et sur la charge de la preuve de la force majeure. Dans le contentieux en question, tel que les clauses étaient prévues, il suffisait que l'une des parties signale un cas de force majeure pour déclencher en fait le mécanisme contractuel, et c'était donc à l'autre partie de démontrer qu'il n'y avait pas force majeure. Donc du coup, le déclenchement de la clause de force majeure inverser la charge de la preuve de la force majeure, donc vraiment contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 40 ans. Là, on avait quelqu'un qui subissait donc le déclenchement de la force majeure et qui devait démontrer que non, l'autre partie se trompait et qu'il n'y avait pas force majeure. Donc ça inversait la charge de la preuve de la démonstration. Et puis effectivement, le fait de prévoir dans la clause cette notion d'exécution des obligations dans des conditions économiques raisonnables entraîne un aléa et une subjectivité qui nous rapproche beaucoup de l'imprévision que l'on voulait évoquer rapidement avec vous. Voilà, ça fonctionne. Force majeure, je devrais y arriver. Si j'y arrive. Non, je ne suis pas sur la bonne slide. Voilà, c'est bon. Oui, donc excusez-moi. Après, donc la force majeure, on voulait évoquer l'imprévision. Donc c'est vraiment en écho à cette jurisprudence. Alors l'imprévision, bien sûr, depuis la codification en 2016, on en parle beaucoup. Il y avait du contentieux auparavant et on en parlait lors de ce type d'échange qu'on avait ensemble sur les négos commerciales. L'idée qui est intéressante dans l'imprévision, c'est qu'on est sur une approche un peu plus économique. C'est-à-dire que le changement de circonstance est imprévisible à la date de la signature du contrat. Donc on revient sur la notion qu'évoquait Mathieu de connaissance que l'on a aujourd'hui des crises possibles. Mais si ce critère d'imprévisibilité est rempli, encore faut-il que l'exécution du contrat soit rendue excessivement onéreuse et pour ensuite démontrer que la partie qui subit cette exécution ne peut pas l'accepter. Donc en fait, il y a un équilibre économique contractuel qui est rompu et qu'on ne peut plus exécuter le contrat à ce prix-là, que le contrat perd de son intérêt. Avant la codification, on disait que le contrat perd toute cause, toute logique, toute contrepartie. Donc là, on n'a pas encore de jurisprudence adaptée, je dirais, récente à la crise Covid-19, mais on a la jurisprudence plus ancienne sur le défaut de cause. On a l'article du Code civil. Très souvent, ces dispositions sur l'imprévision sont écartées par les parties au contrat. On exclut l'imprévision de l'application du contrat, ce qui est une possibilité, parce que ce n'est pas une disposition d'ordre public. Mais je pense qu'il faut, avant d'exclure l'imprévision, par principe, se poser la question de l'utilisation de cette clause et du fait qu'on soit capable ou pas de fixer un niveau de rentabilité, un niveau de prix, un niveau de coût qu'on est prêt à accepter ou pas, et au-delà duquel on ne pourrait plus exécuter le contrat de façon économiquement raisonnable. Et donc là aussi, ça nous semble des clauses qui sont des clauses d'intérêt pour les négociations commerciales à venir.
Autre point que je ne fais que citer, mais que la CEPC aborde très très vite, le déséquilibre significatif. Effectivement, en situation de crise, de renégociation, et nécessairement d'effets de rattrapage. C'est-à-dire que la partie qui a souffert pendant l'exécution, la suspension du contrat peut avoir envie de rattraper certains éléments financiers dans le cadre de l'exécution 2020 ou d'une renégociation à venir. Donc là, le déséquilibre significatif pourrait être un levier pour freiner ce type de risque sous l'angle du code de commerce ou sous l'angle du code civil pour les contrats d'adhésion. Et puis on voulait évoquer la rupture brutale parce que ça reste un peu comme les délais de paiement, une thématique de fond, et notamment la rupture partielle des relations commerciales qui a pu être connue pendant la crise et qui pourra donner lieu effectivement à des renégociations ou à des contentieux à venir. Mathieu, est-ce que tu veux commenter les éléments de jurisprudence rapidement, parce qu'on est quasiment au bout de... Oui, pour différentes raisons, les entreprises vont faire face à des ruptures brutales de relations commerciales, alors soit partielles, comme le disait Thierry, par une baisse de commandes, soit totale, parce qu'il y aura de la rationalisation des contrats ou des relocalisations ou effectivement des divergences sur la négociation des prix. Donc, il va y avoir un vrai sujet sur ces points-là. Alors, la jurisprudence, en dehors de cette situation-là, avait déjà eu l'occasion de statuer sur le caractère de brutalité et de circonstances économiques. Et à plusieurs reprises, elle a déjà eu l'occasion de dire que le fait qu'il y ait une baisse de commandes qui était liée à des circonstances économiques n'était pas fautif de la part de l'auteur et donc n'était pas de nature à engager sa responsabilité. Donc on a un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019 notamment. On a un autre arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 2019 qui indique que la perte d'un chiffre d'affaires important dû à la crise économique ayant entraîné une baisse des commandes auprès des prestataires et sous-traitants importante justifie les répercussions sur les partenaires commerciaux. Donc on a une cause qui est les circonstances économiques qui justifient donc une baisse des commandes et une répercussion, le cas échéant, auprès de ces partenaires commerciaux. On a un autre arrêt qui est intéressant, qui est plus récent, qui est du 8 janvier 2020, où là, au lieu de considérer qu'il n'y avait pas de faute de l'auteur, a considéré que ça pouvait être une cause exonératoire en l'assimilant à de la force majeure. Donc on va retrouver cette notion de force majeure, puisque la Cour d'appel de Paris a indiqué que si une activité peut être et ainsi justifier une rupture sans préavis de relations commerciales établies. Donc elle fait le rapprochement entre la force majeure, qui est décrite dans l'article, comme un cas de faculté notamment de résiliation sans faute par la partie. Donc, vraisemblablement, on aura un contentieux important sur ce sujet. Et très rapidement sur les jurisprudences récentes, en tout cas au cours des 18 mois en matière de rupture brutale, on a une certaine continuité de la jurisprudence par rapport à ce qu'on avait pu connaître par le passé, notamment sur le caractère établi de la relation, sur l'évaluation de la durée du préavis ou sur le calcul du préjudice. On n'a pas un recul suffisant sur le plafond de 18 mois qui, je le rappelle, est une cause exonératoire de responsabilité et pas un plafond de préavis. Ça veut dire que si on accorde 18 mois, la responsabilité ne pourra pas être engagée, mais si on accorde moins et que la jurisprudence considère qu'il aurait fallu accorder plus de 18 mois, on peut être condamné à un préavis correspondant à plus de 18 mois.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de jurisprudence statuant sur ce point-là. Les jurisprudences marquantes en 2019 et 2020, au-delà des circonstances économiques que j'évoquais tout à l'heure, sont celles essentiellement relatives à tout ce qui touche le droit international. Donc il y a un arrêt fondateur un peu de la CJUE de 2016, l'arrêt Granarolo, qui, au sujet d'une clause de juridiction, avait considéré que la responsabilité s'agissant de la rupture brutale des relations commerciales était d'ordre contractuel et non délictuel comme en droit interne. Donc ça veut dire que dans le cadre d'une relation entre deux sociétés françaises, on va certainement rester dans une responsabilité délictuelle avec les conséquences en matière de juridiction qui vont s'appliquer. En revanche, dans un rapport communautaire, et sous certaines conditions, mais on serait davantage dans une responsabilité contractuelle. Donc ça a un impact sur la juridiction compétente, mais ça a également une répercussion sur la loi applicable. Et ça veut dire que si le contrat est soumis à un autre droit que le droit français, la victime de la rupture ne pourrait pas se prévaloir des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales, sauf à considérer que ces dispositions sont d'ordre public international. Et là, la jurisprudence n'a pas complètement statué. La Cour de cassation n'a jamais voulu se prononcer sur ce point. Et les différentes chambres de la Cour d'appel de Paris sont en désaccord. Mais on note néanmoins dans la jurisprudence une reprise de la définition de ce qu'est l'ordre public international. Et l'ordre public international, c'est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics. Et de manière générale, la Cour d'appel constate que là, on est sur des intérêts privés et pas un intérêt public, et donc retient l'ordre public interne et pas international, ce qui fait que dans des contentieux internationaux, va vraiment se poser la question de la loi applicable et du droit ou non de se prévaloir des dispositions sur la rupture brutale des relations commerciales. C'est vrai que dans un certain nombre de dossiers qu'on a pu suivre, on avait essayé, en tout cas, quand nos clientes étaient attaquées et étaient auteurs de la rupture, de transférer le contentieux vers d'autres juridictions et vers d'autres droits applicables qui étaient moins favorables au droit français. Voilà sur la rupture brutale. Voilà, merci Mathieu. On est en termes de timing au terme du temps que l'on avait prévu. On est aussi au terme de la présentation. Je note juste en passant, parce que tu évoquais cette jurisprudence toute récente, là, de 2020, qui évoquait donc la rupture et la rupture brutale et la force majeure. C'est vrai que les juges rappellent quand même que la charge de la preuve pèse sur celui qui évoque la force majeure pour exclure sa responsabilité. Donc la charge de la preuve est bien mise sur celui qui prétend qu'il y avait force majeure. On voulait... Ouais, ça marche à nouveau. On voulait simplement, si j'y arrive, ici, la touche de mon bouton... Ah. Non. J'arrive à désactiver mon micro, mais j'arrive pas à cliquer sur... Ouais. Alors, attends, peut-être que comme ça et comme ça. Oui, c'était sur quelques mots de conclusion. C'était effectivement dans le cadre des négociations commerciales à venir ou dans la revue des différents contrats, se posait la question des difficultés qui avaient été rencontrées au cours des derniers mois. Pour en faire une concrétisation contractuelle le cas échéant, et puis anticiper les évolutions, alors d'une part commerciale au cours des mois à venir, mais d'essayer d'anticiper, même si c'est très compliqué compte tenu de la situation, d'anticiper les difficultés auxquelles on pourrait encore faire face,
et de le prévoir dans le contrat, quitte à avoir aussi des clauses par lesquelles les parties prévoiraient de se revoir pour négocier certains éléments. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de constat et d'anticipation dans les mois à venir. Très bien. Alors, je pense qu'il y a quelques questions qui ont été posées pendant la présentation, notamment une sur les centrales, mais je n'ai pas complètement le texte. Si tu peux juste. Alors, Ouais. bonjour. C'est une question de Madame Naudéfait qui pose la question: la rémunération des centrales devrait être mentionnée dans le contrat avec les centrales d'achat ou également dans les contrats particuliers avec les adhérents de ces centrales? Alors, pour l'instant, la réponse, elle reste, peut-être que c'est heureusement d'ailleurs, elle reste au niveau des centrales. C'est-à-dire que pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir une rémunération qui est prévue dans les conventions signées avec les centrales. Après, la question qui est posée est une question pertinente, hein, dans différents secteurs du monde de l'auto, de la restauration hors foyer, etc. On a cette question qui est une question ouverte, hein, et je dirais même en cours de traitement. Il est certain que les flux qui existent entre les industriels et les centrales sont tels que on doit respecter un principe de transparence tarifaire. On doit du coup être en mesure de justifier des flux, de leur mode de facturation et de la réalité de la contrepartie. Et ça, dans la relation entre l'industriel et la centrale. Mais je pense également en cas de contrôle, et en général lorsqu'il y a des contrôles, alors je ne veux pas en dire, je suis prudent dans les mots pour ne pas en dire trop par rapport à des affaires en cours, mais je dirais que les contrôles montrent que l'administration s'intéresse aussi aux relations avec les adhérents et fait le lien entre les sommes qui devraient être redistribuées et les sommes qui ont vocation à être conservées par la centrale. Et donc le principe de transparence qui est souhaité et que l'on voit donc apparaître dans les textes qui sont en cours de préparation ou de débat, là, qui ont commencé à être adoptés, en tout cas pour la loi ASAP, la suraccélération, simplification de l'action publique, on voit que là, il y a une volonté de créer de la transparence, et à mon avis, dans la relation industrielle, centrale et adhérent. La centrale n'est pas toujours acheteur-revendeur, elle est parfois intermédiaire, commissionnaire, parfois prestataire. Donc la qualification juridique permettra aussi de créer, non pas des écrans, mais en tout cas des contreparties ou de qualifier les contreparties. Donc je dirais que la réponse, c'est que pour l'instant, on est vraiment dans une relation où la transparence est bilatérale, centrale, industrielle, adhérents. Et je crois qu'il y a une autre question. Exactement, qui est posée par Madame Bayarin. Si le chiffre d'affaires prévisionnel indiqué dans la convention est révisé en cours d'année, sur quelle base nous devons considérer l'encadrement en volume des promotions? 25% loi Egalim. Alors, ouais, je ne suis pas sûr de bien cerner la question. Ce que je propose, parce que si la question elle porte sur la limitation et l'encadrement des promotions, loi Egalim, donc là je comprends. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on échange en marge de la présentation ou après la présentation, si la personne qui a posé la question souhaite que l'on reprenne contact dans la foulée, hein, de la présentation. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de modification sur les termes de la loi Egalim qui ont limité le montant des promotions. Il y a un rapport qui vient d'être publié, que je n'ai pas lu intégralement, qui a été publié il y a quelques jours, sur... vous savez, 2 ans après Egalim, on devait avoir un rapport, il a été publié hier ou avant-hier. Et donc ce rapport dresse un bilan des conséquences telles qu'elles sont analysées de la mise en œuvre d'Egalim, et notamment de la limitation des promotions en matière de produits alimentaires. Donc il faudra qu'on regarde aussi
ce rapport. Mais à ma connaissance, en tout cas, rien n'est prévu pas de changement prévu sur le traitement du plafonnement des promotions des ventes en matière agroalimentaire pour Egalim. Si il n'y a pas eu d'autres questions dans l'intervalle, si. Alors, Madame Valuet vous demande: est-il possible de renégocier par avenant les contrats 2020 de BFA, pas de vide conditionnel, afin de tenir compte de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19? Là, je dirais la réponse, à notre avis, elle est positive. Hein. C'est oui, c'est le sens de l'avis de la CEPC. Je pense qu'il faut s'appuyer sur cet avis pour de bonne foi réouvrir une négociation sur des éléments objectifs qui font que on n'a pas, dans la relation telle qu'elle était prévue, finalement atteint les seuils de remise ou de bonification de fin d'année tels qu'ils étaient prévus. Alors, faut-il les accorder, pas les accorder, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, est-ce qu'il faut accepter de rentrer en négociation? Ça me semble être vraiment dans le sens prévu par la Commission d'examen des pratiques commerciales, dans le sens de la bonne foi dans l'exécution du contrat. On sait tous qu'une situation exceptionnelle a eu lieu, et donc on va avoir une renégociation possible. Après, sur la conclusion de la négociation, je dirais même la CEPC est prudente. Hein. Il n'y a pas d'obligation d'aboutir à une issue favorable à l'un ou à l'autre. Heureusement, hein, ça reste une économie libre et pas administrée. Mais ce que dit la CEPC, c'est vous pouvez avoir recours à la médiation. Alors bon, c'est pas toujours une solution très pratique. C'est une solution qui peut fonctionner, qui fonctionne parfois. Mais ce qui sera, je pense, important dans le temps, c'est de pouvoir réouvrir une négo et démontrer qu'on est de bonne foi dans l'application dans l'adaptation de ces grilles d'octroi de remise de fin d'année. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier. On est allé assez vite hein, au cours de la présentation. On a pas mal d'exemples en tête, mais on pourra bien sûr assurer le service après-vente de la présentation. Si certains ont des questions qu'ils souhaitent nous poser, n'hésitez pas. Je pense que par le biais des invitations et confirmations, vous devez avoir une adresse mail de contact. Donc on se fera un plaisir de reprendre contact avec vous et de répondre dans la suite du séminaire à vos questions. Merci donc de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.